bonjour à tous. C'est toujours difficile de s'extraire d'un buffet. Oui, mais il y a marqué ne pas toucher. Faudrait que tu as plus l'habitude, je crois. Je recommence, c'était bonjour à tous. Merci d'être venus, c'est un moment important pour Nice et pour notre CRC-CEP, Centre de ressources et de compétences pour la prise en charge des personnes atteintes de sclérose en plaques et maladies apparentées. Vous comprenez pourquoi on dit CRC-CEP maintenant. Donc merci beaucoup d'être là, c'est une date importante pour le centre hospitalo-universitaire, pour l'université, pour la mairie de Nice, pour les patients, leurs accompagnants et aussi pour toutes les personnes de l'équipe qui s'occupent au quotidien des patients atteints de sclérose en plaques. Juste une note d'introduction pour essayer de n'oublier personne dans les remerciements. Vous avez vu qu'on nous a gentiment permis de décorer l'Apollon qui est place Masséna. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, d'habiller les tramways. Et pour ça, merci à la mairie de Nice de nous avoir permis de faire cela. Merci également au CHU de Nice et aux différentes directions qui ont été extrêmement facilitatrices. Chef de service de neurologie, le professeur Thomas, chef de pôle neurosciences, le professeur Fontaine, et puis la direction de la communication qui vraiment a bien relayé l'information. Sans publicité, on n'arrive à rien. Et on les remercie. Toute l'équipe du CRC-CEP, les soignants, les secrétaires, tous les bénévoles de l'unité de recherche clinique, ils sont tous là, ils sont tous habillés en bleu. La ville de Nice, l'UNICEP, dont le président nous a fait la gentillesse d'être là aujourd'hui, et les laboratoires Sanofi et l'agence Sagarmatha, j'espère que je l'ai bien prononcé, qui ont fait un travail extraordinaire, alors depuis même 2019, puisque malheureusement avec le Covid ça avait été reporté, mais ils ont énormément aidé à la construction de cette journée et on les remercie. Et bien sûr, alors on ne dit pas le meilleur pour la fin, mais bien sûr, tous les invités, les parrains de la journée et de l'UNICEP qui ont accepté d'être là, le docteur Tourmente, médecin et journaliste, le président de l'UNICEP, Madame Hernandez, médaille d'or paralympique de snowboard, donc c'est quand même pas rien, elle nous fait l'amitié d'être là. Voilà la médaille. Et Monsieur Philippe Candeloro, plusieurs fois médaillé olympique en patinage artistique. Et pour ceux qui sont connaisseurs, et je dois dire que je suis une fan de la première heure, le fameux backflip qui à chaque fois était extrêmement émouvant. Alors on ne va pas lui demander de le faire, mais... Je vais juste, c'est une journée de sensibilisation, grand public, je vais vous embêter 2 minutes avec quelques chiffres, parce que pour ceux qui étaient place Masséna et qui ont déjà pu faire un tour en fauteuil roulant ce matin, le docteur Brèche me disait qu'elle avait encore mal au bras d'avoir fait l'expérience. Donc quelques chiffres, c'est 650 millions de personnes qui ont un problème de mobilité dans le monde, 3 millions à cause de la sclérose en plaques, 50 millions en Europe, 700 000 de sclérose en plaques. Et puis l'organisation en France des CRC-CEP, nous sommes 26 centres experts à prendre en charge 3 millions de personnes qui sont à mobilité réduite et 110 000 personnes environ qui ont une sclérose en plaques, avec au CHU de Nice une file active de 4 000 patients. Le parcours de soins en France s'est considérablement amélioré grâce à des fonds qui ont été donnés par le ministère de la Santé, avec la création du plan des maladies neurodégénératives et justement le financement de ces CRC-CEP qui permet un regroupement de moyens et des plateaux techniques qui sont extrêmement élaborés pour détecter plus rapidement les symptômes, pour raccourcir les délais de prise en charge et ensuite pour avoir le bilan le plus complet possible et avoir le diagnostic et le traitement le plus tôt possible. Et c'est comme ça qu'on va prévenir la progression du handicap. Et c'est comme ça qu'on va diminuer le risque de rechute. Et depuis plusieurs années maintenant, le ruban bleu, avec ses petits symboles blancs, qui
représente la sclérose en plaques. Un petit focus en PACA avec 2 CRC-CEP, un au CHU Marseille-Timone et un au CHU de Nice, qui travaillent avec l'ensemble des sociétés savantes, l'ensemble des sociétés et des plateformes de recherche nationales et internationales, un réseau de soins qui s'appelle PACA-CEP, un CRC qui a également un site internet et des réseaux sociaux que vous pouvez consulter pour vous tenir au courant. Et depuis plusieurs années, nous sommes partenaires de la Journée mondiale, et c'est pour ça que nous sommes extrêmement fiers cette année de représenter la France, puisque plusieurs villes avaient été sélectionnées et Nice attendait son tour. Donc on est extrêmement fiers de pouvoir faire cela pour sensibiliser la population, non seulement à la sclérose en plaques, mais surtout à l'accessibilité. Le docteur Chemla va vous en dire un mot tout à l'heure. Et puis le parcours tout court, je ne peux pas m'empêcher de terminer la présentation par une note de civisme, de respect et de courtoisie envers les personnes qui sont à mobilité réduite. Et chacun peut faire un effort pour ne pas occuper même pour 5 minutes une place bleue, parce que 5 minutes, ça peut être une éternité quand on a un problème d'accessibilité. Le métro de Paris, on se demande comment on va faire pour accueillir justement les Jeux paralympiques. Pour l'instant, je crois qu'ils n'ont pas la réponse à la question. Les éternels ascenseurs en panne, qui fait que la personne en fauteuil roulant, elle reste bloquée là où elle est. Mais par contre, des initiatives citoyennes, comme vous voyez, des cafés qui permettent l'accès aux fauteuils roulants. En Espagne, les pistes cyclables qui sont partagées entre tout ce qui roule à l'électrique et les fauteuils roulants. Les piscines, municipales ou pas, avec des treuils d'accessibilité. Et puis les caissons de recyclage avec un container qui permet aux personnes qui sont en fauteuil de pouvoir faire aussi, eux, acte de civisme au niveau du tri citoyen. Donc voilà, je vous ai embêté un petit peu avec ce parcours qui est presque parfois plus important que les soins techniques qu'on peut apporter. Je remercie toute l'équipe qui est là, en bleu ou pas en bleu. Ce n'est pas la première année qu'on fête la Journée mondiale de la CEP, mais ils sont là toute l'année, tous les jours, pour s'occuper des patients et de leurs familles. Et vraiment, c'est la journée où on leur dit un grand merci parce qu'ils sont tous bénévoles aujourd'hui. Après la conférence, pour ceux qui peuvent, nous vous invitons à prendre le tram, il sera gratuit, et à aller terminer la journée Place Masséna pour y voir quelles activités nos parrains ont concoctées pour vous, et puis aussi pour fabriquer un ruban bleu à taille humaine sur les miroirs d'eau de la coulée verte, avec un drone qui prendra la photo et qui sera relayé, on espère, le plus possible dans les médias. Donc voilà notre affiche. Je vais passer la parole au docteur Richard Chemla, qui est adjoint au maire, délégué à la santé, à l'écologie et au bien-être, mais aussi vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Un grand merci d'avoir été là ce matin, Place Masséna, et un grand merci de nous faire l'honneur de représenter la ville de Nice aujourd'hui. Merci beaucoup. D'abord, je suis très heureux d'être là. Ça me rappelle des bons souvenirs. J'ai rencontré beaucoup de personnes, puisque j'ai été là avant la construction, pendant 37 ans, en plus en neuroanesthésie. Donc, c'est avec plaisir que je représente, il y a des moments plus ou moins importants, mais là, c'est avec plaisir que je représente Christian Estrosi. Et je voulais vous dire pour au moins 2 points essentiels. Je ne vais pas m'associer à tous les remerciements, on en a parlé, ça paraît évident, c'est important d'avoir ce que j'appelle des têtes d'affiche. Ça souligne un petit peu, si on en avait besoin, cette pathologie. Mais je voudrais d'abord dire, parce que on a la chance d'avoir ici une équipe formidable. Je crois qu'il faut les féliciter, on peut les applaudir avec Christine. Vous qui les voyez régulièrement, avec Christine que j'ai connue il n'y a pas si longtemps, jeune interne qui était déjà teigneuse et acharnée, avec le docteur Brecht, avec j'ai eu Manuela Fournier qui est par là, qui prend bien sûr aussi la suite de cette activité, avec Pierre Thomas
conforte le diagnostic avec, bon, je ne veux pas le citer parce qu'on était tellement côte à côte, Denis Fontaine, qui est maintenant chef de pôle, bravo. Donc à l'époque, je l'ai aussi connu, on va croire que je suis un vieux dinosaure. Ça, c'est la première chose, c'est pour vous dire, parce que vraiment, vous avez une équipe formidable. Je veux parler bien sûr aussi, parce qu'il faut l'associer de la communication, hein, Isabelle Battarel, qui met à un certain niveau aussi cette présentation. Premier volet, et le deuxième volet, il représente encore plus, alors Christian Estrosi. Qu'est-ce que peut faire un élu, en fait, dans ce type de pathologie, et ça, c'est très important. Christine l'a un petit peu évoqué, et moi, je vous demande de faire remonter l'information. Hein. Je sais, on va peut-être inonder de tout ce qui coince en mobilité dans la ville. Tout ce qui ne va pas, un simple trottoir, parce que je l'ai essayé, moi je fais très mal du vélo, donc je peux vous garantir que je sais, un moindre rebord de vélo, c'est un handicap gigantesque à franchir comme l'Himalaya. La moindre descente, la moindre incurvaison dans une route, le fauteuil va descendre sur cette zone et ce sera impossible de remonter. Je ne parle même pas, je me bats tous les jours pour la possibilité de laisser les places libres. C'est tout ça qu'on est en train de construire. C'est tout ça qu'avec vous, ce que j'appelle moi une ville apaisée, une ville calme. Et puis il y a derrière, en filigrane, ce qui est très important aussi, et je veux que vous en soyez conscients, et nous en sommes conscients, le changement climatique. Le changement climatique va impacter fortement les personnes à mobilité réduite, très importante, hein, en modifiant même leur métabolisme, va même modifier le métabolisme des médicaments. Donc il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on soit résilient, et c'est tout ça une ville de bien-être, de végétalisation, de possibilités de retrouver même, on en parlera plus tard même en libre service, certains fauteuils roulants, etc. Tout ça, c'est dans notre plan de combat, c'est pour ça même que malheureusement, je ne pourrai pas rester très longtemps avec vous, puisque tout de suite après, et je ne l'ai pas fait exprès, mais ça tombe très bien, elle va démarrer, j'ai une réunion sur les mobilités de la ville de Nice, donc, où je serai, vous pouvez être sûr que j'ai été vacciné, si j'ose dire, aujourd'hui, avec cette notion importante. Et puis, un petit point aussi qui m'a toujours passionné dans mes études, ça m'a toujours plu, et c'est un petit coup de chapeau que je rends à l'équipe, que des médecins puissent côtoyer la recherche et la médecine propre. Et là, on le voit qu'avec l'équipe de Christine, c'est quelque chose d'incroyable. Il y a quelques jours à peine, vous avez vu que certains virus, même de mononucléose, pouvaient être rentrés dans le cadre de la sclérose en plaques. Donc, le travail est un travail de tous les jours, et ils le font. C'est pour ça que j'étais heureux d'être là aujourd'hui. Et je vous souhaite à tous, bon courage. Nous, on aura une bonne écoute pour vous, je peux vous le garantir, une bonne écoute. Ma mail, puisqu'aujourd'hui on ne peut plus dire les portes, mes mails ou mes SMS sont ouverts, et je vous assure que je réponds à tous. Je n'ai pas encore une célébrité pour avoir 250 mails par jour, je vous le rassure, donc ne vous inquiétez pas, vous aurez une réponse. Et je vous souhaite une très belle journée à tous. Merci d'être là. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de villes où on a un élu qui vient donner un message aussi encourageant, mais merci infiniment d'avoir porté cette parole optimiste. Je vais passer la parole au docteur Brèche, mon amie, une collaboratrice, qui va vous parler des symptômes invisibles et qui, avec Monsieur Fakir, qui est là-bas et qui est partout, a énormément travaillé depuis plusieurs mois avec les laboratoires Sanofi et l'agence et les directions diverses, même facilitantes, c'est quand même difficile et énormément de travail. Donc je voulais les remercier devant vous de tout ce qui avait été fait pour que cette journée soit une réussite. À toi. Alors avant de commencer, j'aimerais vous remercier, toutes les personnes qui sont là, vous. Applaudissez-vous d'être là déjà, parce que c'est super d'être venus. Et c'est pour vous qu'on fait ces journées-là. Donc merci d'être venus. Alors là, il y a Salim qui va sûrement venir m'aider parce que je n'ai pas les diapos, comme il est partout. Exemple. Bravo Salim, bravo. C'était fait exprès pour que tu aies ton heure de gloire. Alors, je vais vous parler des symptômes invisibles, mais de toute façon, je pense que ceux qui vont parler le mieux, ce sera nos invités, puisqu'ils sont confrontés au quotidien à ces symptômes-là, et c'est plus un diaporama pour vous expliquer un petit peu les bases, pour qu'après vous puissiez comprendre les problématiques qu'on peut rencontrer au quotidien. Donc, schématiquement, on parle des symptômes visibles, donc ça c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg, où on a cette image de la sclérose en plaques avec des troubles de la marche, avec
le fauteuil roulant, des troubles de l'équilibre. Donc ça, c'est vraiment la partie visible, c'est-à-dire qu'à la fois le patient le ressent et les autres le voient. La problématique, elle se situe aussi beaucoup dans les symptômes invisibles, puisqu'actuellement, nos traitements permettent de contrôler de mieux en mieux la pathologie. Et c'est vrai que les symptômes visibles peuvent être un peu moins présents, mais par contre, les symptômes invisibles peuvent être très handicapants et impacter de manière importante la qualité de vie. Et il faut aussi avoir en tête que dès le début de la maladie, on peut avoir ces symptômes invisibles qui impactent cette qualité de vie. Donc c'est très important de les rechercher. Et il y a le dicton qui dit voir ce qui ne se voit pas, mais aussi comprendre ce qui ne se voit pas, parce que c'est l'entourage qui doit aussi comprendre les personnes qui ne sont pas obligatoirement sensibilisées à la pathologie, qui doivent savoir qu'ils existent, ces symptômes, parce qu'au quotidien, ça pourrait faciliter la vie des patients qui ont la sclérose en plaques. Donc les symptômes visibles, on les connaît tous. Donc il y a les troubles de l'équilibre et de la coordination, et principalement les troubles moteurs qu'on retrouve. Là où je m'attarde un petit peu plus, ce sont les symptômes invisibles, parce qu'ils sont beaucoup plus importants, et il faut les rechercher dès le début de la maladie, et ça c'est le job du neurologue. Parce qu'un patient, il ne va pas toujours se dire « Ah bah oui, j'ai la sclérose en plaques, donc je vais avoir des troubles urinaires ». Enfin, ce n'est pas évident de faire des connexions directes. Donc c'est au neurologue de rechercher ça et vraiment de poser les questions. En plus, c'est des questions de dépistage à l'interrogatoire, donc ce n'est pas compliqué, pour pouvoir les trouver et surtout pour pouvoir proposer une solution. Parce que ce n'est pas tout de les dépister, il faut aussi proposer une solution. Donc les plus fréquents, enfin tous, hein, on peut aussi ne pas en avoir, hein, on peut avoir aussi aucun symptôme invisible, mais en général on peut retrouver des troubles cognitifs. Alors les troubles cognitifs, souvent les patients nous disent qu'ils ont des difficultés à faire plusieurs tâches en même temps. Le côté multitâche est compliqué. Il peut y avoir des troubles affectifs, des troubles des pulsions, des troubles de la concentration aussi qui peuvent être aggravés par la fatigue. Donc il y a à la fois la maladie qui peut entraîner ces troubles, mais également la fatigue supplémentaire qui peut les aggraver. Donc ça, c'est très important d'orienter vers la neuropsychologue et vers la psychologue pour qu'il y ait une prise en charge adaptée. On a la chance dans le service d'avoir une neuropsychologue qui développe des choses pour pouvoir améliorer les troubles cognitifs de nos patients, et d'avoir aussi une psychologue qui prend en charge nos patients au quotidien, et également la famille et les accompagnants, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une maladie qui touche le patient, mais qui touche aussi tout l'entourage. Et ça, c'est hyper important à le détecter aussi en consultation. Quand l'entourage est en souffrance, il faut vraiment les prendre en charge également. Ensuite, on peut avoir des troubles de la vue. Alors, les troubles de la vue sont divers, hein. On peut avoir un flou visuel, une diminution une baisse de la vue, des mouvements oculaires anormaux. Ça, c'est aussi important de pouvoir orienter les patients en ophtalmologie, puisqu'il peut y exister dans certains cas des rééducations. D'autres symptômes qui sont très souvent rapportés par les patients, c'est la fatigue. Et c'est une fatigue qui ne se voit pas, mais ça, mes collègues vont largement mieux en parler que moi. Mais c'est une fatigue qui, malheureusement, n'est pas comprise des autres, puisqu'elle ne se palpe pas. C'est vrai qu'il y a par exemple, quand on est fatigué, on peut avoir des cernes, et là, on va nous laisser tranquille assez rapidement. Mais dans la sclérose en plaques, c'est vrai que les patients nous disent « Ah oui, mais moi, je suis épuisée. » Mais bon, les gens ne comprennent pas parce que j'ai l'air en forme. Alors, je raconte toujours cette anecdote, mais il y a une patiente qui m'a dit « Moi, quand je suis fatiguée, je ne me maquille pas. Comme ça, personne ne m'emmerde la journée. » Voilà. Donc, c'est vrai que c'est des petits trucs, mais c'est important parce que si on ne l'explique pas, alors c'est vrai que des fois, on a beau l'expliquer à l'entourage, c'est toujours compliqué à comprendre, mais la fatigue, on a beau avoir un traitement de fond qui fonctionne, une maladie qui est contrôlée, cette fatigue-là, elle est toujours présente. Et la prise en charge, on n'a pas de prise en charge médicamenteuse, mais on sait que l'activité sportive est la meilleure des façons de combattre cette fatigue. Alors, ce qui peut sembler des fois paradoxal, parce qu'on se dit je suis fatiguée, je ne vais pas aller faire du sport, mais en fait, c'est vraiment un énorme moteur, et Cécile nous en parlera largement. Ensuite, les troubles sensitifs, on connaît tous que des fois, il peut y avoir des troubles de la sensibilité, des douleurs aussi dans la sclérose en plaques. On commence, c'est important d'orienter nos patients dans la prise en charge spécifique des centres antidouleurs. On a des nouveaux traitements qui commencent à sortir aussi avec le CBD, donc on a quand même des avancées
qui peuvent être indiquées dans la spasticité douloureuse, donc c'est-à-dire dans la raideur douloureuse. Donc c'est important d'orienter ces patients douloureux et de ne pas les laisser souffrir parce qu'il y a des prises en charge spécifiques. Et pour terminer, un des troubles importants qui vraiment impacte énormément la qualité de vie, et on en a parlé tout à l'heure avec le docteur Chemla, c'est l'accessibilité, enfin c'est les troubles urinaires. Et ces troubles urinaires au quotidien sont très compliqués pour les patients, en particulier quand ils veulent sortir en ville. Trouver un endroit facile d'accès, gratuit, c'est très compliqué. Et ça, il y a des patientes et des patients. Alors c'est vrai que les hommes ont plus de facilité peut-être à aller à droite, à gauche que les femmes, mais ça reste très compliqué, s'interdisent de sortir juste à cause de ça. C'est des patients qui sont tout à fait valides, mais qui ne vont pas sortir parce que ça va être l'enfer pour qu'ils puissent trouver des toilettes. Dans les troubles urinaires, il y a aussi des troubles anaux. Il peut y avoir des problèmes d'incontinence. Il faut absolument parler à nos patients parce que des fois, ils n'osent pas nous en parler. Et il y a des solutions qui existent. Donc ça, c'est très important d'orienter vers les bons spécialistes. Et les troubles sexuels aussi sont très fréquents. Donc ça, il faut poser la question. Il faut avoir des interlocuteurs qui puissent répondre, trouver des solutions et déjà en parler parce que des fois, les patients ne font pas le lien entre la sclérose en plaques et les troubles sexuels. Et des fois, rien que d'en parler, ça permet de soulager les choses. Donc, ce qui est très important, c'est le côté multidisciplinaire. Le neurologue, il ne doit pas être tout seul. Il doit s'aider de tous ses partenaires pour pouvoir améliorer au maximum la qualité de vie du patient. Et cet après-midi, sur la place Masséna, nous allons en reparler de ces symptômes invisibles. Nous avons une très belle exposition sur ces symptômes invisibles. Il ne faudra pas hésiter à nous poser des questions parce que vraiment, il faut dépister et il y a des solutions. Voilà. J'ai terminé. Maintenant, je vais laisser la place à Charlotte Tourmente qui va nous raconter son expérience. Et n'hésitez pas. Alors, le but, c'est que ça soit interactif. Donc, vraiment, n'hésitez pas à poser des questions. On est là pour y répondre et voilà, ça doit être aussi un dialogue, donc allez-y. Alors merci beaucoup pour ce point sur les symptômes invisibles et vous allez comprendre pourquoi. Moi j'ai une sclérose en plaques depuis 25 ans. Alors si vous connaissez la maladie, patient ou proche, vous devez vous dire « Ah ben elle s'en sort vraiment bien ». Et franchement je me sens effectivement chanceuse et pourtant parce que j'ai eu mon lot de symptômes visibles lors des poussées. Moi, j'ai appris donc à 20 ans que j'avais une sclérose en plaques et c'est vrai que j'ai vécu comme un tsunami. Alors, les poussées ont commencé à entrer dans ma vie, les symptômes aussi. Et parmi les symptômes les plus visibles, j'ai eu une hémiplégie, une paralysie de la jambe droite, des troubles de l'équilibre, un grand vertige. Mais j'ai eu la chance de bien récupérer de ces poussées. En revanche, j'ai eu d'autres poussées qui ont laissé des séquelles qui ne se voient pas, les fameux symptômes invisibles. Et je suis le parfait exemple du handicap invisible parce que j'ai l'air en pleine forme alors que ma vie est sérieusement, très sérieusement compliquée par le handicap invisible. C'est un handicap qui est méconnu, d'une part, qui est particulièrement difficile à comprendre aussi bien de la part des médecins que des proches. Et forcément, quand on a l'air en pleine forme, c'est normal. Et c'est un handicap qui est très compliqué à faire mesurer. Les gens n'ont aucun moyen de mesurer notre fatigue, notre épuisement, nos douleurs. Et c'est ce qui rend ce handicap particulièrement compliqué. Moi, les douleurs, je vis avec depuis 22 ans. J'avale 6 comprimés par jour et j'ai encore mal tous les jours. J'ai un protocole spécial de stimulation magnétique transcrânienne, un nom barbare, mais c'est très efficace chez moi depuis 1 an. Et s'il s'agit de douleurs dans les jambes, il y en a qui ont dû voir que je m'asseyais tout à l'heure, parce que rester debout, j'ai un étau qui serre jusqu'à m'écraser les jambes et à devenir insupportable. J'ai des douleurs dans les bras, donc c'est compliqué quand on est journaliste, parce que si j'ai réussi à terminer médecine, j'étais incapable d'exercer la médecine à cause de maladie. Donc j'ai abandonné mon rêve de soigner les patients et je me suis reconvertie en journalisme médical.
Et en plus des douleurs, alors il y a l'épuisement, mais un épuisement, parfois je pourrais me coucher par terre tellement je me sens crevée. Et ça a donc compliqué ma vie professionnelle. J'ai un poste adapté, derrière un ordinateur, à temps partiel. Et en plus de tout ça, là je vous parle, j'ai la moitié du visage cartonné, j'ai des fourmillements un peu partout dans le corps, j'ai des troubles cognitifs légers, notamment quand je suis épuisée, des troubles du sommeil. Enfin, la liste est très longue, hein. Manque de précision dans les gestes fins, donc ça rend la cuisine assez périlleuse. Mais, et vous le savez, pour ceux qui ont une sclérose en plaques, j'ai appris à m'adapter continuellement, à composer avec les symptômes et la maladie. Et donc à 20 ans, effectivement, je me destinais à soigner les patients, j'ai dû abandonner mon rêve. Mais j'ai retrouvé un équilibre finalement, en réinventant ma vie professionnelle, en faisant preuve de créativité, parce que je me suis également formée il y a 11 ans comme sexologue, et j'ai retrouvé le grand bonheur de soigner les patients, parce que c'était quand même pour ça que j'avais fait médecine. Et depuis 2014, je partage mon expérience de la maladie sur le site cepensemble.fr. Donc je partage des billets d'humeur, des conseils pratiques, parce que j'ai connu un certain nombre de symptômes et j'ai pu expérimenter des astuces qui permettent de mieux vivre la maladie, parce que tout l'enjeu de la sclérose en plaques est là. Comment est-ce qu'on fait pour vivre à peu près correctement quand on a une telle maladie ? Et cette année, il y a également des podcasts et je réponds aux questions des patients en vidéo. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Vous allez sur le site, vous verrez l'onglet, j'y répondrai avec grand plaisir. Et j'ai également écrit un livre qui s'appelle Sclérose en plaques et talons aiguilles en 2019, où je partage surtout ma boîte à outils. Alors évidemment mon témoignage, mais c'était surtout un moyen de partager cette boîte à outils. Alors, vous allez me dire, le titre il est un peu provocateur quand même. On ne met pas souvent des talons aiguilles avec une sclérose en plaques, surtout si on est un homme. Mais vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y a une anecdote derrière ce titre qui n'est pas venue de nulle part. Entre 2008 et 2010, je n'avais pas de traitement de fond. J'avais un neurologue libéral qui me voyait sur mes deux jambes. Pour lui, j'étais en pleine forme. Je n'en avais pas besoin. Et le 5 décembre 2010, le matin, je me suis levée comme d'habitude et je me suis effondrée. En fait, j'avais une hémiplégie, donc paralysie de la moitié du corps. Ça a été la poussée la plus éprouvante et paradoxalement, ce n'était pas du tout l'hémiplégie qui a été compliquée à vivre. J'avais la conviction que je remarcherais quel que soit le temps et les efforts que ça prendrait, mais à côté, j'avais une aphasie. Donc c'est un trouble du langage, et quand le médecin m'a demandé de lui citer 10 noms d'animaux, question à laquelle un enfant de 5 ans peut répondre, j'ai trouvé le chat en bénissant mon chat. Et ensuite, le chien, ça a été compliqué, mais je l'ai trouvé. Et après, le trou noir. Et ça a été vraiment traumatisant. Comme vous le voyez, mais au bout de 4 mois de rééducation et double traitement de la poussée, j'ai réussi à remarcher. Mais en entrant en rééducation, la kiné me demande hyper sérieusement, j'étais en piteux état, il faut dire, alors quels sont vos objectifs ? Et je lui ai répondu très spontanément, en 1, nager dans la mer, et en 2, marcher sur des talons hauts. D'où le titre. Et forcément, quand je suis sortie de rééducation, je suis allée 15 jours après au Pays Basque, où j'ai nagé dans une eau à 12 degrés, début mars, mais ça a été le meilleur bain de ma vie, et je m'en souviens, mais encore avec la même émotion. Et mon premier achat, ça a été une paire de talons hauts. Voilà. Et le nom de mon livre, donc, est tiré de cette anecdote. Depuis 2011, j'ai changé de traitement de fond. Je ne fais plus de poussée. J'ai retrouvé un équilibre, évidemment. Mais répondre à la question de cette kinésithérapie, se dire, oui, dans la vie, quels sont mes objectifs, quels sont mes moteurs, c'est fondamental quand on a une maladie chronique. Qu'est-ce qui nous fait avancer ? Qu'est-ce qui nous peut nous guider et ne pas nous faire abandonner ? Ces moteurs, ils sont très personnels. Moi, je vais vous détailler un peu les miens. Nager dans la mer, c'est parce que la mer m'apaise déjà. Et quand je suis dans l'eau, j'ai plus de douleur. Mon corps est en apesanteur et c'est un vrai bonheur. Moi qui ai un corps qui est, même si ça ne voit pas, qui est très contraint par la maladie. Et puis, les talons hauts, au-delà de... C'est assez frivole de répondre ça, mais au-delà, c'était ma vie parisienne.
mon indépendance, puisque j'étais retournée chez mes parents en province, qu'on ne savait pas du tout si je pourrais remarcher. Et puis, moi, les femmes me comprendront sans doute, la féminité, c'est vraiment ce qui me permet de dépasser la maladie tous les jours, en montrant que oui, je suis une femme et bien avant d'être une patiente. Et moi, c'est quelque chose qui m'aide. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est surtout pour la journée mondiale de la sclérose en plaques, évidemment, et parce que tout le mois de mai est consacré à une campagne internationale qui s'appelle Kiss Goodbye to MS, en français un baiser d'adieu à la sclérose en plaques, et qui a pour but de récolter des fonds pour la recherche. Dans l'espoir de dire enfin adieu à cette maladie qui touche plus de 115 000 patients en France et encore plus de proches. Et cette année, moi, mon challenge, ça a été l'activité physique. Alors, vous ne me connaissez pas, mais le sport et moi, ça fait 3. Je ne suis pas du tout, mais du tout comme Cécile, que j'admire, parce que moi, je suis toujours épuisée, je mets toute mon énergie dans mon boulot, ma vie associative, ma vie sociale, et honnêtement, pour le sport, j'ai du mal à trouver les ressources. Mais l'activité physique, qui a longtemps été déconseillée pour les patients qui ont une sclérose en plaques, est recommandée parce que d'une part, elle permet d'entretenir le capital musculaire, d'améliorer l'équilibre, de diminuer la sensation de fatigue. Forcément, elle améliore le bien-être général et elle augmente aussi le conditionnement à l'effort parce qu'avec une CEP, on a tendance à réduire nos efforts et donc à être de moins en moins capable de se dépasser un peu et d'aller au bout de l'effort. Et donc, à 40 ans, moi, je m'étais dit, forcément, après une hémiplégie, je garde quand même moins de force à droite. Donc, je me disais bien que l'activité physique, ce serait une bonne idée. Donc, je m'étais dit, allez, pour tes 40 ans, tu fais 1 heure de sport. Je me suis toujours astreinte à 1 heure de yoga par semaine, mais c'est tout. Écoute, 40, 41 ans, ça passe. J'étais toujours pas arrivée à aller 2 fois à la piscine. Donc, j'ai pris un petit chemin de traverse et qui m'a plutôt réussi parce que 6 ans plus tard, j'avoue que j'ai vraiment augmenté mon activité physique. Je me sens nettement mieux dans mon corps, mais je me sens pas du tout sportive. Et je fais d'emblée la différence entre le sport, qui est quand même dans la compétition, qui est plus intense, et l'activité physique, où là, il s'agit tout simplement de bouger davantage. Et dans le cadre de mon challenge, c'était ça. C'était motiver les patients à bouger davantage. Et on peut faire du jardinage ou faire du ménage, c'est se bouger davantage. Deuxième idée reçue, avec un handicap, il y a plein de sports qui ne nous sont pas possibles. En fait, en 2021, il y a beaucoup de sports qui se sont ouverts et adaptés. On peut faire du parapente, alors c'est du parapente adapté, mais ça reste du parapente, de la zumba, du yoga, il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc il faut faire preuve de créativité et sur le site de la Fédération de Handisport, vous pouvez taper votre handicap et vous verrez la liste de tous les sports qui sont indiqués. D'ailleurs, dans le challenge, sur les différents réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Instagram, vous pourrez retrouver tous les posts et les conseils que je donne. Et je vous recommande particulièrement une interview avec le docteur Cécile Deonzé, qui est médecin en rééducation, donc qui sait parfaitement de quoi elle parle. Et elle, voilà, son premier conseil, c'est ouvrir le champ des possibles. Se dire qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai commencé par de la marche rapide, parce qu'en dépit des douleurs dans les jambes, j'adore marcher. Et je trouve que le premier conseil que je donne, c'est aimer l'activité que vous allez faire. Réfléchissez, mais si vous voulez tenir dans la durée, il n'y a qu'un moyen, c'est d'aimer, parce que moi, je ne crois pas trop à la contrainte. Donc, si vous aimez ce que vous faites, vous y retournerez. Ensuite, je me suis acheté un vélo d'appartement, tout simplement parce que là, j'avais plus d'excuses. J'avais 10 mètres à faire. Donc, quand j'avais un petit regain de forme, je monte sur mon vélo, je regarde une série, j'écoute un podcast. Au départ, j'ai commencé par 10 minutes. Parce qu'il faut se dire, quand on est déconditionné à l'effort, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, il faut commencer par des séances courtes, augmenter progressivement à la fois l'intensité et la fréquence. Et j'en suis à 1 ou 2 séances de 30 minutes de vélo par semaine, ce qui n'est pas si mal. Et j'ai également loué un vélo électrique à la mairie de Paris, ce qui me permet là aussi d'augmenter mon activité et de profiter de l'assistance électrique dans les pentes ou quand j'ai un coup de mouf. Donc j'ai vraiment augmenté par-ci, par-là l'activité physique et je crois que c'est le conseil le plus simple à mettre en place parce que si vous avez une famille, si vous bossez, c'est parfois extrêmement compliqué de se motiver pour arriver à bouger davantage.
Prochain objectif, c'est retourner à la piscine et en essayant de respecter les conseils du docteur Donzé, autrement dit ne pas nager 30 minutes à fond comme avant, mais commencer par une séance courte de 15 minutes et ne pas le payer pendant 5 jours après. Dernier conseil, apprenez à connaître votre corps et respectez-le. En fonction des jours, vous adaptez la pratique, plus ou moins longue, plus ou moins intense, et sans vous mettre sans vous mettre à terre, en fait. C'est ça le principal conseil. Et n'hésitez pas, si le handicap est important, si vous n'avez pas fait de sport depuis longtemps, à vous faire accompagner. Il peut s'agir d'un kiné ou il peut s'agir d'un professeur en activité physique adaptée. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, ce n'est pas encore pris en charge par la sécurité sociale, mais ça deviendra possible. Mais ça permet de reprendre dans les meilleures conditions. Donc, l'activité physique, en conclusion, c'est un véritable enjeu pour les patients atteints de sclérose en plaques. D'une part, parce que ça a un effet sur différents symptômes, ce qui est précieux, ça améliore la qualité de vie en général. Alors oui, il y a des freins à essayer de se bouger davantage, à augmenter son activité physique, mais j'espère vraiment vous avoir convaincu que c'était possible. Vous retrouverez tous les conseils donc, pour la campagne Kiss Goodbye to MS sur Facebook et Instagram à mon nom. Et puis on va passer aux choses sérieuses, à ceux que vous attendez depuis le début. Donc Cécile Hernandez, qui est médaille d'or de... Parce que j'aime bien changer un peu les choses. Non, je voulais laisser la parole à Alain Derbès, qui est le président de l'UNICEF, pour dire un mot sur son association. Et encore merci d'être là. Merci beaucoup. Merci. J'espère que ça ne tombe pas sur moi, mais... C'est bien parti. Merci, Carole. Charlotte, merci pour tes explications. Je voulais vous remercier toutes et tous d'être présents aujourd'hui et remercier bien sûr Sanofi d'avoir organisé cette belle présentation. Et vous savez à quel point il est important de communiquer pour une maladie qui est, comme on le dit, parfois invisible, souvent sournoise et que les gens ne connaissent pas. Donc je pense qu'il est essentiel de démystifier un peu cette maladie qui fait peur pour certaines personnes dans le milieu professionnel, un peu dans tous les domaines. On est inquiet, on pense que c'est une maladie qui se transmet, on pense que c'est une maladie bizarre et on ne sait pas très bien comment elle se manifeste. Et je pense que c'est à nous, les sachants, de communiquer pour expliquer que non, il n'y a rien de honteux à porter cette maladie. Alors, en ce qui me concerne, donc Alain Derbès, je suis le président de l'UNICEF. Je suis architecte de formation et en 97, j'ai été diagnostiqué d'une sclérose en plaques. Donc, à l'époque, il y avait très peu de traitements. En réalité, je crois qu'il y a, celui que, en tout cas, j'ai connu, moi, c'est le bêta-féron. Des piqûres que je m'injecte tous les 2 jours depuis maintenant 24 ans, quasiment. Et j'ai la chance, effectivement, après quelques poussée sérieuse au début de ma maladie, de voir il y a 7 ans quasiment cette maladie, je dirais pas disparaître, mais je n'ai plus de poussée depuis 7 ans et je continue toujours mon traitement. Devant cet élan je dirais de bien-être, on va dire, presque, je me suis senti un peu porteur d'un message à travers justement mon activité en tant que président de l'UNICEF. Je trouvais que il y avait un message d'espoir à apporter, à vous apporter à tous ceux qui sont porteurs. J'ai fait un peu de sport, mais à mon modeste niveau. Beaucoup de vélo à une certaine époque. Malheureusement, je ne fais plus grand-chose, à part de la marche peut-être. C'est peut-être la vieillesse qui fait ça. J'ai des problèmes, des problèmes mais plutôt musculaires ou de je sais pas, enfin j'en parlerai à mes amis sportifs de haut niveau, d'ailleurs, que je veux remercier, parce que s'il y a bien des personnes qui sont là pour transmettre un message, c'est nos porte-paroles. Ils sont écoutés, ils sont adulés, et ils ont bien raison, parce que c'est vrai qu'on les admire tous, et je voulais les remercier. En dehors de cela, juste un petit mot. Donc en fait, pour être plus présent, plus présent, oui, c'est le mot. On a il y a quelques années, avec le professeur Lyoncan qui
qui a été mon professeur pendant oui, plus de 20 ans. Éminent professeur, nous avions décidé imaginer une fusion des associations, parce que vous savez qu'il y a énormément d'associations aujourd'hui, et de fédérations, de fondations, et donc nous avions décidé de créer une image un peu unique, je dirais, de cette maladie. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement, à travers un protocole qui a été signé entre la Ligue, l'ARCEP, qui est la recherche, et l'UNICEP. Aujourd'hui, donc, on regroupe ces trois entités, mais l'idée, évidemment, c'est d'aller beaucoup plus loin. C'est d'associer à cela d'autres associations. L'association des paralysés de France, notamment, parce qu'au moins 20% des malades sont concernés par cette maladie, par la CEP. Donc voilà, c'était un peu aussi un message d'espoir, parce que bientôt vous verrez, vous ne verrez plus l'UNICEP, mais vous verrez la Fondation France Sclérose en plaques, qui regroupera toutes ces entités-là pour avoir une meilleure visibilité, pouvoir se battre mieux et pouvoir communiquer davantage et regrouper des fonds de façon plus importante. Voilà, je vais juste là peut-être passer la parole à Philippe. Bon, alors à mon ami Philippe, ça aurait pu être Cécile. Oui, merci. Bonjour tout le monde. J'ai vu pas mal de monde tout à l'heure lors de mon arrivée, où j'ai fait pas mal de photos. Je suis très content d'avoir pu contribuer à quelques minutes de bonheur, si c'est le cas. Voilà. C'est au moins ça. J'ai l'impression d'avoir rendu service aujourd'hui à la nation et puis à quelques personnes. Alors moi, mon histoire avec la sclérose en plaques, du coup, je suis pas du tout... je pense ne pas être atteint de la sclérose en plaques. Je suis là pour servir les intérêts contre la maladie et pour toutes les personnes comme vous, toutes les personnes qui se mobilisent pour essayer de lutter contre cette maladie. J'ai rencontré Alain Derbès il y a 20 ans. Et quand il m'a annoncé qu'il était atteint d'une sclérose en plaques, j'avais eu un médecin de l'équipe de France qui était décédé d'une sclérose en plaques. Donc on s'était dit, on l'avait vu un petit peu dépérir sur la fin de vie. Donc on s'était dit, ouais, si Alain, en pleine forme comme il est, il me dit qu'il est atteint et qu'il a l'air de vivre plutôt normalement. Il m'avait demandé de rejoindre en tant que parrain l'UNICEP, ce que j'ai fait. D'ailleurs, je voudrais dire un petit mot à Carole de Mulati aussi, qui est notre référente l'UNICEP depuis des années, avec qui on a monté quelques opérations. D'ailleurs, pendant le Covid, on a fait pas mal de visio avec mon préparateur physique de l'époque, Jacques Dechoux. On faisait des séances avec des gens atteints de sclérose en plaques en visio. Et puis aussi mon épouse Olivia qui faisait de la chorégraphie tout en étant assis. Et je dois dire que j'ai vu des choses extraordinaires de la part des malades, en fait, faire des choses avec la musique ou avec simplement des accessoires pour faire l'activité sportive, qui était vraiment assez exceptionnel. Donc j'ai trouvé qu'il y avait des très très bonnes choses à faire. Après, concernant cette maladie, bon, je connais pas tous les symptômes que vous subissez. C'est vrai qu'à force, et ça j'apprécie qu'aujourd'hui, lors de la journée mondiale contre la sclérose en plaques, on délocalise depuis 5 ans maintenant l'action. On avait commencé à Paris, on est allé à Lille, on a fait Montpellier, on est ici aujourd'hui à Nice, et je trouve ça très bien parce que ça permet à des locaux de pouvoir venir se familiariser un petit peu plus avec la maladie. Moi, je suis là pour essentiellement attirer les médias, pour donner plus de visibilité justement à ce que vous faites tout au long de l'année, tous les jours. Et bon, pour l'instant, ça marche plutôt bien. Et puis, je trouve que si on a un nom et une image qui peut servir au moins à ça, parce qu'après, une fois qu'on n'est plus champion, une fois qu'on n'est plus athlète, ce qui n'est pas le cas de la Miss à côté de moi, qui effectivement redouble d'efforts pour lutter contre l'âge et en plus contre la maladie. Donc c'est encore... oui, parce que je viens de faire 50 ans, donc c'est vrai que je commence à... J'ai aussi des symptômes. J'espère que c'est pas la sclérose, mais aussi quelques symptômes qui m'empêchent de pouvoir continuer, notamment les hanches, que j'ai fait au mois de avril l'année dernière, et là je vais faire la droite au mois de juin. Ce qui m'oblige un peu à arrêter malheureusement mon activité. Mais même si aujourd'hui le saut périlleux, je le fais encore après l'opération de la hanche quand même. Donc je pense que je vais devenir l'égérie des prothèses de hanche, parce que quand les gens ont vu que je faisais encore le saut périlleux à 50 ans et avec une hanche changée, ils se sont dit quel est le nom de votre chirurgien. Bon.
Ça, c'est pour plus tard. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais simplement, voilà. Moi, j'ai un gros projet aujourd'hui qui pourrait peut-être aider le développement et la recherche, parce que quand on fait beaucoup d'actions, notamment avec le golf, et que je vois que certaines journées golfiques qu'on organise rapportent 30 000 € à la recherche, juste sur une journée, avec des gens qui viennent s'amuser, mais en même temps qui font des dons et des grosses entreprises qui participent à ça. Je me dis, j'aimerais bien un jour qu'on puisse créer le gala de la CEP. Alors le gala de la CEP, comme j'ai une activité qui est le patinage artistique, que vous connaissez tous, qui est un côté qui fait rêver, des choses peut-être qui vous parlent aussi quand vous nous regardez à la télévision, eh ben, peut-être qu'on pourrait avoir une soirée exceptionnelle, une fois par an, comme le Téléthon peut recevoir. Alors j'en discutais ce matin avec Alain, et il a dit, l'idée c'est de regrouper grâce à France CEP la plupart des associations qui existent pour la sclérose en plaques, mais pourquoi pas aussi associer d'autres maladies comme l'Alzheimer, qui sont aussi des maladies dégénératives du cerveau. Et moi, je pense qu'une belle soirée comme ça, avec un gala télé, un petit peu comme font les Enfoirés aujourd'hui, à travers un spectacle de patinage, pourrait avoir sa place, pourrait être télévisé, et avoir plus, à ce moment-là, de visibilité au niveau national. Et ça, c'est quelque chose qu'on va certainement monter avec Carole et aussi avec les gens de Sanofi qui pourraient d'une part financer en fait l'organisation de cette soirée, mais ça sera pour demain qu'elle soit autonome cette soirée. Parce qu'on sait les fonds que ça peut générer, on sait les recettes que ça peut générer si on fait ça à Bercy par exemple. Ça peut être 12 000 spectateurs qui vont payer leur place, qui vont faire des dons et puis plus une soirée de télévision retransmise et qui pourrait être pérennisée. Ça peut être là où je me sentirais plus utile aussi, puisque c'est mon métier d'être producteur de spectacles aujourd'hui. Et donc avec Olivia qui fait ça très bien, puisque c'est la chorégraphe et directrice artistique des spectacles dans lesquels on travaille. Donc j'espère qu'un jour ce projet pourra voir le jour, parce que ça pourrait donner beaucoup plus de visibilité à ce qu'on fait. Voilà. Moi je vais vous laisser parce que Alors à un moment donné, on avait parlé de moi pour être à la place d'Apollon, mais il y a eu un problème de taille. Dans tous les sens du terme, donc... Voilà, ça fait du Larsen. C'est ma hanche. Parce que moi, je vais aller prendre le relais. Là, vous allez terminer la conférence. Moi, je vais prendre le relais comme à côté de la place au Miroir d'eau pour aller faire le petit tour en roller. Et je vous retrouve là-bas, évidemment, le plus de monde possible pour vous retrouver. On fera des photos, on discutera. Voilà. Merci de votre écoute et puis bonne fin de journée à tous et bon courage pour ce que vous subissez tous les jours. Merci. Ah oui. On l'applaudit. J'ai un SDF aujourd'hui. C'est bon ? Je vais garder le micro comme ça, si vous voulez poser des questions de manière interactive, vous me faites signe et je viens. Bonjour. C'est un peu fort, non ? Non, ça va. Donc, je clôt un peu le bal des interventions et après, il y aura des questions-réponses. C'est pas toujours facile de passer après Philippe. Mais je suis aussi la jonction entre le sport, le sport un peu loisir, mais le sport santé, le sport bien-être, le sport de haut niveau, parce que Philippe a été un très très grand sportif et il l'est encore, hein, quoi qu'on en dise, il va chausser ses rollers tout à l'heure, donc il va faire plein de choses. Et puis moi je suis aujourd'hui je me proclame, m'auto-proclame, ou on m'a auto-proclamé. Ça marche ? Ouais, ça marche. L'ambassadrice sportive de la sclérose en plaques, et parce que je suis depuis 8 ans en équipe de France de snowboard. Avec ma sclérose en plaques, je traîne ma sclérose en plaques sur toutes les plus grandes compétitions mondiales et planétaires. Et donc dernièrement, les Jeux paralympiques de Pékin en mars 2022. Donc il y a 2 petits mois. Moi, je vais pas passer en revue les troubles visibles, les troubles invisibles. Les professeurs, les médecins, vous savez, vous les vivez ces troubles-là, donc vous savez ce qu'ils incarnent, vous savez ce que ça génère à la fois chez vous, à la fois dans le regard de la société, à la fois dans le regard peut-être de votre famille, de le regard de vos collaborateurs lorsque vous êtes sur votre poste de travail. Moi,
là, on parle beaucoup depuis. Allez, on était à Montpellier il y a 3 ans. C'est à partir de Montpellier qu'a commencé à sortir le slogan sur les trous visibles et invisibles. Moi, depuis 2013, je me bats pour faire en parler des trous visibles et invisibles à sclérose en plaques. J'ai été en fauteuil roulant pendant 3 ans, les 3 premières années de ma vie. Je me suis levée un matin de 2002 totalement paralysée des jambes. Un professeur m'a dit que je remarcherais peut-être jamais. Un professeur m'a dit que mes années étaient peut-être comptées. Donc on savait absolument pas. Alain l'a dit tout à l'heure, c'était de se dire comment ça se développait. Tu parlais de 97, moi je parle de 2002, donc on n'est pas très loin. À l'époque, il y avait 3 traitements. Aujourd'hui, la recherche a avancé. C'est pour ça que la recherche a aussi besoin de journées comme celle-ci. Pas uniquement sur la sensibilisation, pas uniquement sur la communication, pas uniquement sur ce fait de parler ouvertement des temps d'échange, parce que je pense que ça vous fait du bien aussi de pouvoir échanger avec nous pour savoir comment on ressent, nos petits tips, nos petites astuces pour voir comment on vit mieux notre quotidien. Moi, je me suis battue, Charlotte en parlait tout à l'heure, pour remarcher, parce que j'étais déjà sportive de haut niveau avant sclérose en plaques. Je me suis battue pour remarcher. Je ne savais pas si je remarcherais. En tout cas, je me suis battue pour retrouver une part d'autonomie. Et donc, j'ai fait énormément de poussées de 2002 à 2005. La maladie a énormément évolué. J'ai dû faire 7 poussées en 3 ans, assez graves, et notamment en 2005, une poussée assez grave. Et après, grâce à mon entourage, on en parlait tout à l'heure, l'entourage est quand même très important. Et notamment dans un kiné qui m'a soignée d'une manière un petit peu différente en plus de mon traitement. Je suis arrivée en 2005, je marchais plus, je voyais pratiquement plus, je n'arrivais plus à bouger mes mains, j'avais énormément de troubles urinaires. Et j'arrive en août 2005 et là je lui dis voilà, il me connaissait en tant qu'ex-sportif de haut niveau et il me dit, on est en août 2005 et il me dit en décembre 2005, donc quelques mois plus tard, il me dit je vous assure que je vous remarcherai. Et c'est gonflé de dire à quelqu'un qui arrive sur un fauteuil roulant, de lui dire mais oui, vous allez remarcher. Qu'est-ce qui lui permet de dire ça? Il m'a dit, alors je vais vous le dire cash, c'est très, très franchement, il m'a dit c'est votre caractère de merde. Et non mais j'ai dit non mais en fait j'avais décidé de pas laisser la part belle, de pas m'abattre en tout cas, mais plutôt de me battre. Et j'avais décidé de faire front après être passé par, on en parlait tout à l'heure, ce chemin. On peut pas accepter du jour au lendemain, on vient d'être diagnostiqué. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 3 ans. Moi, ça a pris 3 ans, ça peut prendre 5 ans. Mais en tout cas, il faut accepter de passer sur ce chemin. On en parlait tout à l'heure, il y a énormément aujourd'hui, en parlant de vos troubles, en parlant de vos symptômes, vous avez la chance aujourd'hui d'être bien entouré, de pouvoir parler à des neuropsys, de pouvoir parler à des ergothérapeutes. Moi, je sais qu'il y a 20 ans, c'était pas du tout ça. Donc, on est aussi le fruit de son environnement. Et quand on a envie, on en parlait tout à l'heure, c'est question de motivation. Je sais que c'est dur, mais on a le droit de baisser les bras. Par contre, il faut rebondir. On peut les baisser, il ne faut pas les garder baissés trop longtemps. Et moi, c'est juste ce chemin. Ce chemin, c'est pas facile. On vous diagnostique une maladie qui va changer tout le cours de votre vie, mais avec laquelle vous allez vivre. Vous allez apprendre à vivre. Vous allez peut-être pas aller du point A au point B. Vous allez peut-être pas y aller d'une manière droite. Ça va tourner, ça va monter, ça va en descendre, mais en tout cas, on va y aller. Si c'est l'objectif qu'on s'est fixé, on va y aller. Et donc, sur ce chemin, il va y avoir... Vous l'avez, si vous avez été diagnostiqué, vous avez connu ce déni. On se dit mais non. Cette colère, parce qu'on est en colère, on se dit mais pourquoi nous? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi j'ai développé cette maladie? Comment elle va se développer? Et après, on avance sur ce chemin. On avance sur le chemin de l'acceptation. On accepte parce qu'on est bien suivi avec un traitement, parce qu'on a rencontré des exemples où on a entendu des choses qui nous ont permis de croire en des jours meilleurs. Et donc, du coup, on va avancer, même si c'est dur. Même si on avance, on en parlait avec Véronique tout à l'heure, même si on avance plus lentement, mais en tout cas, on avance. On avance dans l'acceptation et on avance après
vers la reconstruction. Donc ça, c'est des choses qui sont hyper importantes et qui doivent être chez vous chevillées au corps, chevillées aux tripes, chevillées dans l'envie, chevillées dans la motivation, parce que nous, on est là pour vous montrer, on est là, on est des témoins, on est là pour vous montrer qu'il y a des choses, le champ des possibles, on est là pour vous montrer que la vie, elle n'est pas simple, que la vie, Alain, il fait son métier, Charlotte, elle s'est adaptée, elle en parlait tout à l'heure. Moi, je faisais du sport en étant valide, tout allait bien dans ma vie, du jour au lendemain, la maladie frappe la porte d'entrée de ma vie, elle la fracasse, je m'effondre, je me lève, je suis paralysée, je bascule dans le monde du handicap, je ne sais absolument pas comment ça va se passer. Et puis finalement, cette maladie a été une opportunité, parce que ça m'a permis de comprendre ce qu'était vraiment le mot et le sens du mot vie. Et cette vie, on n'en a qu'une. Alors, sclérose en plaques ou pas, cette vie-là, j'ai envie de la vivre à fond. Et encore plus à fond, que cette vie-là m'a permis de revenir, on en parlait, tu l'as dit tout à l'heure Charlotte, c'est qu'il y a plein de disciplines qui sont possibles, et sur le site de l'UNICEF, il y a plein aussi d'ateliers sportifs. On ne sera pas tous sportifs de haut niveau, on ne sera pas tous sportifs même locaux ou régionaux ou nationaux, on ne sera pas tous, mais en tout cas on est sportifs, on est acteurs, on est athlètes de notre propre vie. C'est à nous, et ce corps-là, il a besoin, le sport l'aide à s'accepter, parce que moi j'ai été longtemps fâchée avec ce corps qui m'avait lâché. Du jour au lendemain, je me réveille, je suis paralysée, alors que depuis toujours, j'ai appris à ce corps à répondre à chacune de mes sollicitations. Chacune. Parce que je me suis entraînée des heures et des heures et des heures et des heures tous les jours. Et là, du jour au lendemain, ce corps, il ne répond plus. Donc je me suis fâchée. Aujourd'hui, j'aime mon corps, je le montre, je m'expose. En 2013, j'avais repensé ma vie. On m'avait dit, le neurologue que j'ai rencontré en 2002 m'a demandé de faire le deuil du sport. Le deuil du sport, je l'ai fait très durement, mais je l'ai fait. J'ai avancé, je me suis réinventée. Je me suis dit, bah voilà, sur ma ligne de vie, il y a une petite ligne qui est d'être une personne handicapée liée à la sclérose en plaques. Donc j'ai fait valoir ma reconnaissance de travailleur handicapé, puisque j'étais handicapée à 80%, et je me suis intéressée à ce que je pouvais faire avec mon handicap. Non plus dire pourquoi je suis malade, mais pourquoi. Moi je me suis dit, mais maintenant, pourquoi et comment je le fais. Et donc j'ai décidé de vivre le sport, quand Charlotte a parlé de la médecine, j'ai décidé de vivre le sport par procuration et de devenir journaliste sportive, et c'est grâce à ma sclérose en plaques, et non pas malgré ma sclérose en plaques, mais c'est grâce à ma sclérose en plaques, grâce à cette ligne supplémentaire sur mon CV que j'ai pu intégrer des grands groupes de presse. Donc j'ai intégré le Europe 1, donc je suis devenue chroniqueuse sur Europe 1, alors que j'avais aucune expérience radio, mais j'avais juste l'envie, j'avais la motivation, j'avais envie d'avancer dans cette carrière de journaliste. Et du coup, alors je me suis retrouvée en chroniqueuse. Au début, quand on m'a dit tu vas être chroniqueuse sur Europe 1, je me suis dit bon, allez, en pleine nuit, entre 4h15 et 4h20 du matin. Non, à l'heure où personne n'écoute. Non, j'étais chroniqueuse avec Laurent Cabrol en quotidienne, entre 2h et 14h et 16h tous les jours. Puis après, je suis devenue journaliste sportive au Figaro Sport, toujours grâce à ma sclérose en plaques. Et j'ai renoué en 2014 avec le sport, et je suis devenue ma première médaille aux Jeux en 2014, jusqu'à cette médaille de Pékin en 2022. Mais c'est surtout, je reviens aux troubles visibles et invisibles de la sclérose en plaques en 2013. Donc j'avais fait de la radio, j'avais fait de la presse écrite, et il me manquait la télé. Donc j'avais envie de faire de la télé, et ça s'est su. Donc j'habitais Paris, et j'ai été contactée par un producteur qu'on voit encore à la télé aujourd'hui, et qui m'a dit, donc je suis arrivée avec ma canne, en marchant doucement, mais en marchant, en avançant vers mon objectif de devenir chroniqueuse télé. Et du coup, j'arrive au rendez-vous, et ce chroniqueur me dit, votre profil, il est parfait. Du coup, en plus, avec mon statut de personne handicapée, je faisais baisser leur pénalité, parce qu'on en rentre dans un processus de 20 au-dessus de 20 collaborateurs, il y a 6% de personnes handicapées. Donc je rentrais là-dedans. Et il me dit, votre profil, il est génialissime. Et là, tu sens qu'il y a le mais qui va arriver. Quand ça commence comme ça, alors c'était mais. Alors je me dis télé, je me suis dit, pourvu que ça soit pas, qu'il me propose pas une promotion canapé. Donc non, c'était pas ça. Il m'a dit, mais je voudrais vous demander de présenter cette chronique et de vous remettre dans un fauteuil roulant. Et je me suis dit, mais quelle honte! Il ne sait pas ce que c'est une sclérose en plaques. Tous les scléroses en plaques ne sont pas en fauteuil roulant. Toutes les scléroses en plaques, le handicap n'est pas totalement visible. Et donc j'ai refusé. Mais par contre, j'ai accepté autre chose derrière. J'ai refusé en disant, mais je me suis battue. On est en 2013, ça fait 11 ans que j'ai été diagnostiquée. Ça fait 11 ans que je me bats
pour mal marcher, mais marcher, pour avancer en tout cas dans ma vie. Et du coup, je me suis, peu de temps après, j'ai organisé avec un ami photographe une séance photo. Je me suis mise en petite tenue, vous avez peut-être dû voir ces campagnes de com, où je suis en petite tenue, en petite brassière de sport et un petit short de sport, sous des panneaux invalides, sur des places invalides, en disant, en me mettant, en montrant 80% des handicaps sont invisibles et en parlant de la sclérose en plaques, parce que je me suis, vous le verrez tout à l'heure à l'exposition, je me suis souvent fait interpeller par la police parce que je me garais sur une place bleue, pour plein de choses. Et puis, pour vraiment dire que ce n'est pas parce que c'est visible que ça n'existe pas. Mon slogan, en dessous des 80% de handicap invisible, c'est « Non, ça ne se voit pas, mais oui, je suis handicapé ». Donc voilà, donc on en a parlé, le sport, faites votre sport. Vous êtes athlète de votre vie, vous avez un corps, on a une vie, on doit la vivre à fond. Si on ne doit pas aller en ligne droite, on passera à droite, on passera à gauche, on montera, on descend. La vie, c'est une balançoire. On avance, on recule, on monte, on descend. Mais par contre, l'important, c'est de toujours avancer. Donc, faites votre sport. Moi, j'ai la chance de faire de sport de haut niveau et ça m'aide beaucoup. Alors, je préfère avoir mal au corps parce que j'ai des courbatures que mal au corps, comme le disait Charlotte, parce que moi aussi, j'ai les jambes qui sont hyper douloureuses. J'ai le syndrome des jambes sans repos, c'est-à-dire des jambes qui bougent énormément pendant la nuit et que le lendemain, quand tu dois t'entraîner, parce que c'est mon métier, je suis snowboardeuse professionnelle, donc c'est dur de s'entraîner dans ces conditions. Mais en tout cas, j'y vais et le sport m'a entraîné à repousser le curseur de la fatigue, de me réconcilier avec son corps, d'accepter en fait de chuter, de me relever, parce que en 2002 je suis tombée, je me suis pas relevée, on m'a relevée, de la confiance en soi, l'estime de soi, l'acceptation de plein de choses, l'acceptation de la répétition aussi. Mine de rien, la vie, l'éducation, le sport, c'est ça, c'est de la répétition, de la répétition. Si vous allez chez le kiné, eh ben, il va vous faire répéter des mouvements, mais c'est pour aller mieux. Donc le sport, c'est ça. Donc faites-en comme vous avez envie d'en faire. Faites-en comme il vous fait du bien d'en faire. Mais c'est surtout l'envie. Et retenez bien que dans le mot envie, il y a le mot vie. Et tout ça, c'est votre vie. Et souvenez-vous qu'en a vie, on n'en a qu'une. Donc vivez-la à fond, non pas malgré la sclérose en plaques, mais avec la sclérose en plaques. Bon, alors... Merci. Et cette médaille, je vais juste finir sur cette médaille, excuse-moi, mais cette médaille, elle me permet de parler de vous. Elle me permet de parler de nous. Parce que cette médaille, je la trimballe, je la fais vivre. Depuis 2 mois, elle m'accompagne partout. Sur les plateaux de télé, je parle de la sclérose en plaques, je parle de vous, je parle de nous. Et je suis très très fière. Donc cette médaille, elle est un peu à nous tous là. Ah ben super, merci. 1 million merci. Là, si vous n'êtes pas motivé pour pratiquer une activité physique, je ne comprends plus rien. Il n'y a pas un micro dans la salle ? Oui, bonjour. Je me présente, j'ai une sclérose en plaques aussi depuis 1993 et je connais un petit peu Cécile et un petit peu Charlotte pour la raison de la sclérose en plaques. Et en fait, je voulais dire que j'ai vécu énormément de choses difficiles en presque 30 ans de maladie, mais dès le début, je me suis dit qu'il était impossible à 25 ans de conditionner ma vie par cette maladie. À 25 ans, c'est l'âge où on se sent éternel et immortel. Et puis, on a notre vie à faire et la vie est entachée, certes, par le diagnostic, mais je me suis tournée vers le côté artistique. On n'a pas parlé du côté artistique, mais le côté artistique est très important aussi. Cécile a pactisé avec en faisant ses 2 livres, que j'ai lus d'ailleurs et qui sont très beaux. Et moi, j'ai fait aussi un livre, j'ai commencé par une autobiographie romancée, et qui s'appelle Le regard des autres, où j'ai gratigné pas mal le regard des autres, oui, parce que on m'a fait des réflexions comme vous certainement inadmissibles. Et puis après avoir fait ce livre donc qui s'appelle Le regard des autres, je me suis rendu compte que finalement le regard était beaucoup plus complaisant, disons, et que les gens sont dans l'ensemble volontairement aidants.
Et puis, j'ai découvert la poésie aussi et je suis tombée en poésie. J'ai notamment publié un recueil de poésie. Là, je viens de terminer un autre livre qui est un roman et qui s'appellera La course au bonheur. Donc maintenant, à la fin de la 3e décennie, disons que je garde le bonheur comme mot principal. Et en ce qui concerne la poésie, j'aimerais vous dire une poésie, si vous permettez, qui... on entend bien ? D'accord. Qui est un petit peu... qui reflète bien cette maladie. Donc, je ne devrais pas céder... Bon. Avec la vie que tu mènes et combien tu me malmènes, je ne devrais pas céder à tes retours inopinés. Mais c'est sûr, je t'ai dans la peau, j'en perds même mes idéaux. Je cède à tes caprices et je me plie à tous tes vices. J'en oublie ma dignité laissée à ta cruauté. Dès le début de l'âge adulte, il a fallu que sur toi je bute. Il a fallu que sur toi je culbute. Tu viens hanter mes blanches nuits, peu à peu, tu détruis ma vie. Tu as usé, abusé de ma jeunesse, la transformer en détresse, pour me faire plonger dans ton antre, me faire glisser dans ton ventre, me soumettre tes perversions, me salir de tes obsessions. Et moi, je ne peux pas refuser, et je me laisse abuser. C'est sûr, tu ne recommenceras pas, mais jusqu'à la prochaine fois. Pourtant, tu me laisses vivre d'heureux soirs. Je peux cultiver l'espoir, je peux chasser les nuages noirs, je peux entrevoir une vie facile, bien loin de toi servile. Et puis tu reviens à l'attaque en me donnant une vraie claque. Et c'est sûr que je finirai en vrac, ma maudite sclérose en plaques. À moins qu'avant, je ne te craque et que tu finisses en flaque dans laquelle tu disparais. Et bye bye sclérose en plaques, au plaisir de ne te revoir jamais. Go away, away, away. Merci, et je terminerai en disant que ça fait redondance avec ce que disait Cécile. Go away pour dire au revoir à la sclérose en plaques. Merci beaucoup. Cécile, moi j'avais une question assez pratique. Comment est-ce que tu fais pour dépasser les symptômes épuisement, douleur? Comment est-ce que tu fais pour te motiver et ne pas trop en tenir compte? Alors ça a été dit tout à l'heure, ça a été dit tout à l'heure, c'est que parfois je suis fatiguée, parfois j'ai pas envie, et je peux pas employer des mots de médecin ou quoi que ce soit, mais je vais juste faire part de mon ressenti. C'est que moins j'en fais, moins j'ai envie d'en faire. Voilà. Et plus il y a le cercle vicieux, donc le moins j'en fais, moins j'ai envie d'en faire, et s'il y a le cercle vertueux, plus tu en fais et plus tu as envie d'en faire. Je peux absolument pas me substituer à des mots de médecin ou une préconisation, une préconisation médicale ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, il y a des jours où vraiment j'ai pas envie d'en faire. Je vais quand même faire différemment. Je le dis toujours, tu l'as dit encore une fois, on s'adapte, on fait des choses différemment, mais on les fait. Et on est fiers parce que on n'a peut-être pas atteint l'objectif premier, mais on s'est satisfait d'un objectif second dans lequel on ne s'attendait pas du tout. Alors moi, c'est pas simple, hein. Il y a des jours, en plus, je cours avec des filles qui ont un handicap qui n'est absolument pas évolutif, qui sont des filles amputées, donc une fois qu'elles mettent leur prothèse, leur handicap est compensé. Le mien est évolutif. J'ai un handicap qui à 10 heures est différent à 11 heures, à midi, surtout quand d'un seul coup il va faire moins 45 degrés au Canada, ça va être compliqué. Mais en tout cas, j'ai un objectif. Et Véronique l'a dit, c'est en fonction, c'est la passion qui nous anime. Moi aujourd'hui, me faire peur sur un snowboard, ça me passionne. Véronique a dit, c'est écrire, ça te passionne. Et voilà, c'est trouver ce qui va vous motiver et tout en sachant que le sport, le mouvement, ce qu'on veut, tu as employé plusieurs mots tout à l'heure, mais en tout cas. En faire en tout cas tous les jours, mais en faire, et plus on en fait, plus on a envie d'en faire, et n'oubliez surtout pas ça. Juste un mot, en tant que femme, ce qui transcende tout, c'est la maternité. Avoir des enfants malgré la sclérose en plaques, c'est quelque chose de merveilleux.
et ça nous booste et ça nous permet d'avancer, d'être là pour les enfants. Et mes filles ont 21 et 26 ans, une a fait Sciences Po, l'autre a fait prépa vétérinaire, donc je suis très fière et je pense que nous en sommes là. Voilà. Bon, j'ai pas d'enfant et je suis très bien, hein. Je rassure ceux qui sont pas parents quand même. Un petit chat adorable, juste. C'est une plaisanterie, hein. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, je ne sais pas si ça marche aussi. Bonjour, donc je suis Christine, ça fait à peu près 20 ans que j'ai été diagnostiquée avec la sclérose en plaques. Je voulais poser une question toute simple à Cécile. D'abord, merci à tous pour vos témoignages qui sont vraiment motivants et qui donnent vraiment de la force et du courage. Et donc à Cécile, je voulais lui demander, par rapport à ces 4 mois où elle est passée du fauteuil roulant à retrouver la marche. Je suis curieuse de savoir précisément qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez bien pu faire pendant ces 4 mois. Alors, j'étais sous traitement, mais j'ai surtout rencontré un formidable kiné qui, on en parlait tout à l'heure, qui avant de vouloir faire de la kiné pure et dure, c'est-à-dire que pendant 3 ans, donc ma première poussée a été en 2002, celle-là on parle de 2005, j'étais en centre de rééducation pendant 16 mois et les kinés pensaient à leur objectif à eux, c'est-à-dire me lever, me verticaliser, absolument, c'était leur objectif. Mais c'était pas l'objectif de mon corps, en fait, parce que ils me mettaient entre des barres parallèles, je me hissais à la force de mes bras, mais pour eux j'étais debout, donc leur objectif de la journée était atteint. J'ai rencontré un kiné qui est à Perpignan, dont je parle beaucoup dans mon premier livre, et qui aujourd'hui me suit encore, qui a décidé de s'attaquer à beaucoup de choses, et en tout cas de s'attaquer différemment à la maladie, c'est-à-dire il s'est attaqué à mon capital énergétique et à ma fatigabilité. C'est-à-dire que je ne pouvais pas me lever tant que je n'avais pas les ressources énergétiques et j'étais dans un degré de spasticité et de fatigabilité aiguë. Donc on a travaillé des choses différentes. On a travaillé énormément, et j'en parlais tout à l'heure, sur les étirements, qui sont des choses hyper importantes. Parce que moi, je fais beaucoup de sport, je fais beaucoup d'étirements, je fais pas que des étirements de confort, il y a des étirements de confort parce que la spasticité crée beaucoup de raideur musculaire, donc les étirements moins... Et puis, attention, hein, chaque cas de sclérose en plaques est différent, je parle de la mienne. Et du coup, il travaille aussi beaucoup... alors, ça plaît pas forcément trop à certains médecins, mais il travaille beaucoup le poids énergétique, c'est-à-dire que le corps est représenté ici dans le poignet par 1400 petites boules énergétiques. Et ce médecin a su comment, en plus de mon traitement, en parallèle, en complément de mon traitement, a su comment travailler mes points énergétiques, redynamiser tel ou tel point, de manière à ce que, au niveau de la fatigabilité, elle soit un peu moins présente. Et une fois qu'on avait travaillé ça, d'être dans le dur au niveau physiologique et réussir à me verticaliser. Donc on a commencé par la piscine et après être debout, mal marchante, mais debout en tout cas le 16 décembre 2005. J'étais arrivée dans son cabinet, c'était le 12 août 2005. Mais voilà, et aujourd'hui encore, je fais de l'acupression, j'ai un tapis d'acupression, je fais du foam roller, je fais plein de choses. On en parlait tout à l'heure, le CBD, j'en mets sous ma langue. Donc je travaille la spasticité, je travaille les troubles, les symptômes, je travaille beaucoup sur les troubles qui vont me permettre de mieux vivre avec cette sclérose en plaques, qui est toujours là, mais en tout cas, elle est dominée. Merci. Juste, Cécile, on m'entend ? Ouais. Pour rebondir sur ce que tu disais, où les médecins n'aiment pas trop des fois ce qu'on appelle les médecines parallèles ou qu'on appelle maintenant médecine intégrative, je pense qu'à partir du moment où il y a la prise en charge thérapeutique de fond est respectée, à partir du moment s'il y a d'autres choses qui vous font du bien, et il n'y a aucun problème là-dessus, quoi. Il faut prendre ce qui vous convient, comme l'activité physique. Ouais. Alors, je fais juste un parallèle parce que mon compagnon est dans la salle et du coup, je fais beaucoup de tapes. Donc, c'est des petites bandes bleues, roses quand on fait du sport. Et on appelle ça, certaines personnes pensent que c'est du placebo. Moi, en tout cas, j'y crois.
Et comme tu le dis, hein, si, en tout cas, d'aller voir un énergéticien, de faire du yoga, de faire des choses, de faire de l'acupression, de faire des bottes de pressothérapie, de faire du chaud, de faire du froid. Moi, il y a des jours où le chaud va me faire du bien. Il y a des jours où je vais me baigner dans mon lac à côté de chez moi à 2 degrés. Ça va me faire du bien. Il faut juste être, tu l'as dit tout à l'heure, il faut être à l'écoute de son corps. Et si ça a un effet placebo, peu importe. Si ça vous fait du bien, si ça vous aide à avancer, tant mieux pour vous et faites-vous du bien. Le temps passe vite, donc hélas, nous allons devoir clôturer, mais on se retrouve quand vous voulez. Oui, on va se retrouver. Et puis, il y a quand même un dernier poème, si vous le permettez, d'une patiente, Maria Teresa. Donc, je ne sais pas. Bien sûr. Comme je n'étais pas prête. Il est allumé là? Oui. J'écris depuis que j'ai l'âge de 16 ans. J'écris essentiellement en italien. J'ai commencé à écrire en français il y a peut-être un mois. Et je vous rassure, tout d'abord, quand j'ai commencé à écrire, ma sclérose en plaques a été détectée en 2012. Mais je la trimballe depuis que j'ai 27 ans. Donc, c'était une découverte tardive et fort désagréable. Et ça pénètre dans pas mal de mes poèmes, la sclérose en plaques. J'en parle pas ouvertement parce que je suis certainement, au bout de 10 ans, encore dans la phase... moi, je dis systématiquement que j'ai la maladie hargneuse. Je suis en colère contre cette maladie, pas parce que je l'ai. Je ne demande pas qu'est-ce que j'ai fait pour l'avoir. Je m'en fous, c'est pas ça le problème. Mais j'en veux aux médecins. J'ai maltraité ma neurologue parisienne, qui est une amie, qui travaille dans l'équipe de professeur Stankov, parce qu'ils font de la recherche. Et la dernière fois que je l'ai vue l'été dernière, quand elle m'a annoncé encore une fois que malheureusement pour la secondairement progressive, il n'y avait rien, je dis alors qu'est-ce que tu fous? Cherche, continue de chercher parce que je suis prête à prendre n'importe quoi, mais il faut absolument. Et quand on me demande qu'est-ce que vous attendez, c'est une question qu'on me pose souvent, d'aller mieux. Je ne dis pas de guérir, mais je veux aller mieux. Donc je veux que tout soit fait pour aller mieux. Et donc le poème écrit récemment, 9 avril, s'intitule Guerrière. Quelle idée saugrenue, croire soudainement que je m'en fous de la vie, d'aimer, en un mot, de tout. D'où me viendrait donc cette fantaisie que je ne tiendrai plus à l'amour, au bonheur, à la vie? Que fis-je donc de cette manière? Le dégoût de ne plus être comme naguère? Voyons, ma chère, ressaisis-toi. Tu ne jetteras pas l'éponge, car tu es née guerrière. Merci beaucoup. Bravo, bravo. Pour finir sur une note d'espoir, mais je pense que tu confirmeras, les chercheurs travaillent énormément et encore plus sur la forme progressive désormais. Juste pour avoir les idées claires, dans la forme progressive, on n'a pas de traitement de fond qui a été validé. Par contre, toute la prise en charge des traitements symptomatiques est indispensable. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas de traitement de fond, mais on peut quand même essayer d'améliorer le quotidien. Donc juste, on a fini. Alors je suis désolée pour ceux qui ont encore des questions. On aura tous nos invités à Place Masséna. Justement, c'est ce que je voulais vous dire. Venez nombreux à Place Masséna. Il y a des tickets de tram qui sont gratuits, aller-retour, qu'on va vous donner en sortant si vous en avez besoin. Il y a aussi le parking de l'hôpital qui est gratuit. Vous demandez un ticket, parce que vous en avez pris en rentrant, mais c'est gratuit. Et venez tous nombreux. Il y a tous nos accompagnants et vous pourrez leur poser les questions à ce moment-là. Allez, ça s'appelle ton centre de rééducation.